bien, bonjour à tous et bienvenue sur Pion Pion, l'émission où on parle du monde du jeu sous toutes ses facettes. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros poisson pour cette première. On va parler de Blood on the Clock Towers. Et aujourd'hui, j'ai invité deux personnes que j'apprécie énormément qui sont avec moi. Mes deux invités qui sont là, Cathy et Lucas. Bonjour à tous les deux de la chaîne Board Game Sirens. Ils me font le plaisir d'être là aujourd'hui. Ça va bien ? Ça va super, ça va très content d'être là. C'est vrai ? Ouais. Bon, très content. Alors pour cette première, en plus vous avez accepté alors que c'est vraiment la toute première émission. Pourtant. Pour moi, voilà. c'est vraiment adorable. Aujourd'hui, on va parler du coup, comme je disais, de Blood on the Clock Towers. J'ai pas mal de questions. Je connais un peu le jeu, mais pas forcément extrêmement comme vous. Et donc du coup, je me disais que ça pouvait être très intéressant de vous avoir, sachant que en plus vous êtes allé à Cannes très récemment. Vous avez fait plein de choses, donc je suis vraiment très très content. Voilà. Excellent. nous aussi. Trop bien. Bon, première question pour commencer. J'ai un peu regardé sur YouTube tout ce qui parlait de Blood. Je vais appeler ça Blood. C'est bon Okay. ou pas Ça va. Je pense Désolé bon, les puristes. Désolé. Non, vraiment, je vais commencer par cette petite question parce que j'ai un peu regardé. Il y a beaucoup de gens qui expliquent les règles, surtout sur YouTube. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, vous êtes quasiment les premiers à avoir fait des vidéos où vous montrez des vraies parties du jeu? Parce que j'ai remarqué que ça n'existait pas tant que ça. Ouais, donc je pense que ce qui existait avant, c'était beaucoup de vidéos de gens qui jouaient en ligne. Ok. Donc sur la plateforme officielle, mais il n'y avait pas autant. Non, pour moi, il y avait personne. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y avait personne qui faisait des parties en personne du jeu. Ouais. Donc nous, on a été un des premiers. En tout cas en français. Ouais, en français. Oui, merci. On a été un des premiers, si pas les premiers, mais tu sais jamais. L'internet est tellement grand, tu sais jamais. Et après, quelques semaines après nous, une semaine après nous, il y a eu Univers Board Game aussi qui a fait une vidéo. Donc ça commence à prendre de l'ampleur, ce qui fait toujours plaisir vu qu'on adore le jeu. Donc Oui, c'est en même temps. Le jeu est très bien, d'après ce que vous m'en disiez. Parce que moi, je connaissais pas. C'est vraiment vous, quand vous êtes venus, on s'est rencontrés, vous m'en parliez pas mal. Donc c'était... Non. Non, pas du tout. du jeu. Pas du tout. Non, franchement, donc du coup, quand j'ai vu que vous commenciez votre chaîne YouTube, j'étais là, ah ouais, en fait, ils ont expliqué les règles. Première vidéo, c'était ça. Ouais. Et ensuite, première partie qui a d'ailleurs dépassé les 5000 vues. Ouais. Ce qui est, j'ai vu, vous étiez trop content. Normal. Surtout que vous me disiez avant qu'on commence que vous avez pas tant de matos que ça. Non. Vous êtes Non, parti. ouais. C'est venu d'où l'idée? D'où est-ce que vous vous êtes dit, tiens, allez, on va faire ça C'est toi, hein? Ouais, c'est moi. Je suis devenue accro au jeu assez rapidement. Donc moi, je regardais des parties du coup en ligne, vu que je parle aussi anglais. Donc je regardais les parties anglais et je regardais genre Neuval's Bard faire les parties ou le compte officiel de Blood on the Clock Tower. Et à un moment, je me suis dit, j'adore. Donc j'étais en mode, bon, soit je prends un avion pour aller jouer en Angleterre ou j'achète le jeu. Donc je me suis dit, niveau coût, c'est mieux que j'achète le jeu. Parce qu'il faut préciser que le jeu n'est actuellement toujours pas encore sorti en France, donc quand le jeu n'existait et ne pouvait être acheté qu'en Angleterre, États-Unis, Australie, mais pas en France. Mais ça va venir. Mais du coup, je me suis dit, ça serait pas cool de faire des vidéos de ce jeu aussi en français pour donner envie aux gens de jouer, parce que pour l'instant, c'était pas... Il y avait la communauté, bien sûr, en ligne, mais c'était pas connu sinon plus que ça. Du coup, j'étais en mode, allez, si on fait des vidéos, ça va donner envie aux gens, ils vont vouloir faire ça. Surtout... Je vais avoir plus de joueurs, yes. Mais surtout que nous, les parties qu'on fait filmer, c'est vraiment genre nos potes. Oui. Tu vois, donc c'est chill, c'est cool. Et les gens, quand ils regardent, ils peuvent apprendre le jeu avec nous. Parce qu'on est on est assez nouveau au jeu. Nous, je pense que ça fait à peu près 6 mois que j'ai le jeu. Donc c'est pas long. Mais j'en suis devenue tellement accro que tu apprends les règles, tu apprends comment compter assez rapidement. Ça fait un peu plus, ça fait depuis le mois de mai, mais ça fait pas longtemps. Mais voilà, c'était vraiment pour donner envie aux gens aussi et pour qu'ils puissent progresser en même temps que nous. Puis le monter un peu en France aussi, j'imagine, il y avait un peu cette idée-là, de se dire, c'est vraiment connu à l'Inter, on va essayer de le ramener un peu, même si à notre échelle, quoi, se dire, j'adore le jeu, on essaye de le monter un peu et de montrer aux gens ce que c'est, parce que ça a un potentiel énorme, on va en parler, mais voilà, ça a un potentiel vraiment très très énorme. Ok, et comment vous avez découvert
le jeu? Est-ce que c'est vraiment en regardant, tu disais, les vidéos, c'est ça? C'est surtout ça? C'est 100% ça. J'avais jamais entendu parler avant. C'est vraiment, j'étais sur YouTube, je suis tombée sur la vidéo, je crois que c'était de Novel's Board d'abord. Et après, bon, comme on fait, on devient accro et on creuse et on trouve toutes les vidéos. Puis elle m'a montré petit à petit, elle me dit ça a l'air bien, ça a l'air bien. Moi je te demande ça a l'air bien. Et puis, et puis du jour au lendemain, à un moment on avait le jeu et on l'a testé et j'ai adoré. T'es tombé dedans aussi. Je suis tombé dedans aussi, ouais. À tous mes joueurs, hein. C'est devenu au point, s'ils sont en train de regarder, c'est au point où maintenant, quand il y a un anniversaire ou une fête, c'est genre, ouais, cool, tu viens, Cathy, ouais. T'amènes Blood on the Clock Tower. C'est la seule condition. Non, mais mon anniversaire, c'était récemment. Le thème, c'était un thème mystère, c'était Blood on the Clock Tower. Donc tout le monde est venu. Que ça, mais... Non, mais oui, mais pour moi. Mais tout le monde est venu déguisé d'un personnage de Blood on the Clock Tower. Mais c'est génial. Il y avait des ballons violets. Enfin, il y avait tout le thème absolument magnifique. Et pour la première fois, j'ai pu jouer en personne parce que Lucas a appris comment compter en me regardant faire et il a compté quelques parties pour moi. Voilà. Mais c'est trop bien. Ouais. C'est un beau cadeau en vrai. C'est un très beau cadeau. Parce que pour les gens qui ne savent pas, du coup, c'est surtout toi qui fais, du coup, Cathy, tout ce qui est maître du jeu, on va dire, dans le jeu. Et toi, Lucas, tu joues beaucoup dans les vidéos, c'est surtout ça. J'ai fait que des parties quasiment jusqu'à présent. J'ai fait quasiment que des parties, ouais. Ouais, tu vois. Ouais, vas-y. Et du coup, genre, pour son anniversaire, je me suis dit, écoute, je vais apprendre à Storytel et je vais Storytel une partie. C'est la première fois, du coup, que tu jouais à ton anniversaire? Est-ce que c'était la première fois que je jouais? En physique, je veux dire. En physique, parce qu'en ligne, tu m'avais dit, non, en physique, c'était la première fois que je jouais. C'était la première fois. Ouais. Et c'est que les premières, c'est que les seules que j'ai faites pour l'instant. C'est les deux que Lucas a. Ok, à ton anniversaire. Ouais. C'est super drôle. Parce que du coup, toi, vraiment, t'as aimé le jeu quand étant maître du jeu, ou est-ce que, enfin, parce que du coup, si t'as vraiment très peu joué, après tu as joué en ligne, c'est vrai que c'est différent. Mais est-ce que tu retrouves plus de sensations à aimer être maître du jeu que joueuse, ou tu dirais que ça se vaut un peu? Ou est-ce que c'est juste tes amis qui disent non, tu fais maître du jeu, Cathy, tu ne joues pas avec nous? Je pense que c'est juste vraiment, je suis un peu accro à ça et j'aime savoir ce qui se passe. Donc quand tu es maître du jeu, tu sais absolument tout ce qui est en train de se passer. Tu sais qui est l'équipe des méchants, qui est l'équipe des gentils. Tu sais quand quelqu'un a empoisonné, ce qui est en train de se passer. Tandis que quand tu es joueur, donc ayant joué en ligne et en personne, il y a plus de confusion. C'est très fun aussi, mais je t'avoue, j'aime bien avoir ce contrôle. Et comparé au maître du jeu, par exemple, quand tu fais un loup-garou, le maître du jeu, il est juste un peu là pour faire avancer la partie. Oui. Tu vois, tu as moins ce rôle. Là, tu dois prendre des décisions. Donc là, tu es quand même hyper important au jeu. Donc il faut déjà que tu aies une bonne maîtrise du jeu pour pouvoir être maître du jeu, ce qui peut arriver petit à petit, on progresse tous ensemble. Mais il faut vraiment aimer ça. Déjà, il faut s'amuser. C'est le but d'être maître du jeu, il faut s'amuser. Et ton rôle, c'est que tu veux essayer que la partie dure pas le plus longtemps possible en termes de durée de temps, mais plus longtemps possible qu'il n'y ait plus que 3 personnes en vie. Si tu arrives à faire ça, c'est que le jeu s'est bien déroulé. Bien sûr, il y a des raisons pourquoi ça n'arriverait pas, mais ça veut dire que la partie allait aussi loin qu'elle pouvait et que maintenant, c'est aux joueurs de vraiment réussir le jeu et trouver le démon. Ok. Donc, mais moi, j'adore ça. Qu'est-ce que t'en penses maintenant que toi, t'as fait les deux? Moi, du coup, j'ai fait le plus de temps que j'ai passé à jouer au jeu, c'est en tant que joueur. Que j'ai fait, je pense que j'ai dû faire une quarantaine de parties depuis qu'on a le jeu. Et du coup, la première fois que j'ai Storytel, c'était il y a moins d'un mois. Et en fait, moi, je suis un peu à l'opposé de toi. Genre, j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience de Storyteller, du fait de composer la partie, d'essayer de pousser l'ensemble des joueurs, comme disait Cathy, pour que ce soit le plus chaotique et le plus fun possible et le plus, pas équilibré, mais disons, le moins déséquilibré possible, on va dire. J'ai beaucoup aimé l'aspect d'être au milieu, de prendre des décisions, de pousser le joueur, etc. Mais ce qui m'a manqué, c'est en fait l'expérience de joueur d'être là, au milieu du truc, et de pas comprendre ce qui se passe autour de toi. Et genre vraiment, j'aime beaucoup ça, de pas comprendre ce qui se passe autour de toi et d'essayer de mettre, genre en gros, de résoudre une énigme en fait. Et d'essayer de rassembler les morceaux du puzzle pour savoir pourquoi il s'est passé ça, quelle stratégie a fait que cette personne est morte, est-ce que cette personne qui est morte a dit qu'elle était gentille, était vraiment gentille, c'est ça que j'aime beaucoup, et de se retrouver à la fin et de se dire ok, j'avais compris
peut-être 40% des choses, mais j'avais rien compris de 60% du reste. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Ouais, ça a l'air vraiment. On le ressent même dans vos vidéos quand on regarde. Ouais. Vraiment, ce truc où on sait qui est qui. Ça, c'est cool aussi. En tant que spectateur, on sait qui a quel rôle. Ouais. Et donc, du coup, on vous voit un peu discuter et genre, vous savez pas du tout à qui vous parlez. Enfin, après, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi ce côté dans le jeu où on peut aussi un peu dévoiler. Ça a vraiment rien à voir avec les gens qui comparent ça au loup-garou, dans le sens où ça reste un jeu à rôle caché, on est d'accord, c'est complètement normal. Mais ça n'a vraiment rien à voir. Tout le monde a un vrai rôle. Ouais. Genre même quand on meurt, on peut continuer de jouer avec les ghost votes, il me semble, c'est ça. Quand on est joueur, on joue. Quand on est maître du jeu, on a aussi un peu ce pouvoir-là. Enfin voilà, c'est vraiment. Je trouve qu'il y a même des comment on appelle ça. Dans le jeu, tu sais, à des moments, tu peux avoir des faux rôles quand tu es l'ivrogne. Voilà, par exemple. Oh, il est trop bien. Il y a plein de trucs, c'est vraiment. Tu sais combien il y a de rôles dans le jeu? Je sais plus. C'est énorme, non? Il y a une centaine maintenant? Une centaine, je crois, j'avais vu sur le. Dans le jeu de base, ils disent qu'il y en a 99, mais en gros, il y a une soixantaine de personnages dans les 3 scripts de base, auxquels s'ajoutent une quinzaine de. Travelers et de Fabled. Et après, il y a les rôles un peu, on va dire. Je sais pas comment on appelle ça, les rôles pour storyteller, genre les Lorix. Il y a vraiment beaucoup avec ce jeu. Mais en gros, de base, il y en a 60, auxquels se rajoutent les spéciaux qui rajoutent une quarantaine, et auxquels se rajoutent les boîtes de l'extension. Donc l'extension s'appelle Carousel. Les expérimentaux, les personnages expérimentaux. C'est des personnages expérimentaux qui sont pas reliés à un script. Peut-être qu'après on parlera de ce qu'est exactement un script. Mais carrément, c'est un peu décousu. Et je crois que le carrousel ajoute 100 personnages, il me semble. Je sais même plus. Il y en a tellement beaucoup. Et la quantité, on approche des 200, quoi. Bon, alors, avant de continuer plus loin, quel est le but du jeu de Blood and Clock? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, peut-être, parce que du coup, là, on parle de rôle, ça ressemble un peu au loup-garou. Est-ce que l'un de vous deux peut donner, ou même si vous voulez tous les deux? J'y vais. C'est toi qui choisis. Ok, alors, Blood and Clock Tower, du coup, c'est un jeu de déduction sociale, donc. Il y a 2 équipes, il y a les gentils et les méchants. Parmi les gentils, il y a 2 types de gentils. Parmi les méchants, il y a 2 types de méchants. On reviendra dans le détail après. Dans le méchant, il y a le chef des méchants qui est le démon de la partie. Le démon de la partie, lui, son but, avec l'équipe des méchants, c'est de tuer tous les gentils. Voilà. Ok. Classique. Classico. Classico. Ou qu'il n'y ait plus que le démon et un gentil toujours en vie. Exactement. Ok. Ouais, s'il y a égalité. Voilà. Et le but des gentils. Le terme officiel, c'est bon. Je crois que c'est bon, et maléfique. Donc le but officiel des bons, c'est que du coup le démon soit éliminé. Donc il y a des votes tous les jours et le but c'est de trouver le démon et de l'éliminer. Okay. Voilà. Et en termes de déroulé de la partie, on va dire que classiquement, c'est enchaînement nuit-jour, nuit-jour. Pendant les nuits, les personnes qui ont des pouvoirs sont réveillées par le maître du jeu, qu'on appelle storyteller officiellement, ou conteuse en français. Donc le storyteller passe pour réveiller en fonction des pouvoirs chaque personne. Le démon est réveillé, on lui apprend des bluffs, donc des personnages qui ne sont pas en jeu, que le démon va pouvoir bluffer et partager à ses collègues méchants pour que tous ensemble ils puissent bluffer un de ces personnages pour pas se faire cramer dès le début. Ok. Ça c'est vraiment bien aussi. Très important. Ça c'est très bien parce que du coup tu commences à bluffer un truc au hasard et que ça existe déjà dans la partie. L'impasse et que l'impasse dit c'est bizarre, c'est moi qui suis déjà impasse, c'est bizarre. Oui. Tu te fais cramer direct. Et puis après, tout le monde est réveillé. Il y a la phase la plus importante, qui est le cœur du jeu, c'est les discussions. En gros, pendant 5 minutes, tout le monde se lève, se regroupe par petits groupes et échange des informations, ment, récupère des infos, tâte le terrain en fait. Mentir dans ce jeu, non. En gros, le but c'est d'échanger des informations, d'essayer d'amadouer des gens, d'essayer de se mettre des gens dans ta poche en tant que gentil ou méchant, quoi. Et une fois que tous ces échanges ont été faits, tout le monde revient autour de la table. Enfin, c'est pas une table, mais tout le monde revient dans le cercle de joueurs. Et il y a la phase des nominations qui commence. Donc, quelqu'un dire, par exemple, moi je décide de nominer Cathy. Bien sûr. Forcément. Donc je vais t'accuser, tu vas te défendre et ensuite il va y avoir classiquement des votes où le storyteller va compter le nombre de votes et si le nombre de votes dépasse la moitié, alors Cathy va peut-être être éliminée. Okay. Voilà.
égal ou supérieur à la moitié. Égal ou supérieur. Et donc ça, c'est la première nomination, sauf que dès que si Cathy a pris la moitié des votes, c'est pas forcément Cathy qui va mourir. Okay. Parce qu'il y a d'autres nominations qui peuvent arriver derrière. Donc Cathy peut nominer à son tour, quelqu'un d'autre peut nominer quelqu'un d'autre, etc. Et on refait une phase de vote. Et du coup, si on arrive à un nombre de votes qui est supérieur au nombre de votes d'avant, c'est la deuxième personne qui a été nominée qui va être exécutée. Ouais. Voilà. Okay. Jusqu'à ce que plus personne ne puisse ou ne veuille nominer, parce qu'il y a un nombre maximal, évidemment. On ne peut pas s'acharner sur quelqu'un ou nominer plusieurs personnes. Ouais, c'est très important. Tu peux nominer qu'une seule fois et être nominé qu'une seule fois par jour. Okay. Donc comme ça, tu peux pas renominer quelqu'un parce que ça n'a pas marché à fonctionner la première fois. Tu refais pas un coup encore et encore. Faut attendre le prochain jour. Voilà. Même si mes joueurs essayent vraiment de le faire. Non, je veux le faire. Non, mais vraiment, c'est vraiment... On est sûr qu'on peut pas? On est vraiment sûr? Oui, on est sûr. Et voilà. Et pourquoi c'est très important cette phase de journée? Parce que tu peux dire n'importe quoi. C'est ça qui est central, je trouve, dans le jeu. C'est que tu peux dire absolument ce que tu veux. Tu peux mentir, tu peux inventer des choses, tu peux dire complètement la vérité, tu peux révéler ton rôle. T'as aucune censure, en fait, aucune limitation sur ce que tu peux dire. Et du coup, tu peux, les capacités, les stratégies que tu peux mettre en place sont en fait infinies, parce que vraiment, tu peux amadouer n'importe qui, n'importe comment, tout est possible. Ouais, ça a l'air très complet dans vraiment l'échange qu'on retrouve pas trop dans certains jeux à rôle caché où c'est un peu moins présent. Là, ça se voit que c'est vraiment tout le temps, tu pars te balader dans une pièce, tu vas voir quelqu'un, tu vous échangez, puis ensuite, tu peux mentir. Enfin bref, ça a l'air vraiment trop bien en termes de discussion et de vraiment échange social entre les joueurs. Sachant qu'à chaque journée, du coup, on peut voir quelqu'un d'autre et ainsi de suite. C'est ça. Vous voyez qui vous voulez. En tant que maître du jeu, tu commences la première journée en fonction de combien il y a de joueurs. La première journée, on va dire, 5-6 minutes. La deuxième, 5, puis 4, puis ça devient de plus en plus court parce qu'il y a de moins en moins de personnes en vie. Les joueurs et vos joueurs vont toujours dire « Il n'y a pas assez de temps, on n'a pas pu tous parler ». Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Si vous arrivez à parler à absolument tout le monde, c'est qu'il y a eu trop de temps. Et surtout, le jeu ne devrait pas durer une éternité. C'est ça le truc, c'est que je pense que beaucoup de gens pensent que c'est normal à 9 joueurs de faire 3 heures de partie. Non, si vous avez fait 3 heures de partie, c'est que soit pendant la journée, il y a eu trop de discussions, peut-être vous avez tourné trop en cercle sur les mêmes débats. Et ça, c'est aussi le rôle du maître du jeu de s'interposer et dire « Ok, on a déjà entendu cet argument, faut qu'on passe à autre chose ou si quelqu'un a quelque chose à rajouter. » Et pareil pour les journées, c'est important de bien régler ça parce que sinon, si on fait des journées de 6 minutes à chaque fois, le jeu, oui, il va durer 3 heures et même si on adore ce jeu et on adore y jouer, au bout de 3 heures, si on est toujours sur la même partie, on les sent quand même. Tu vois, t'as envie de gagner ou de perdre et ensuite passer à la prochaine partie et rejouer. Carrément. Ouais, en fait, en tant que storyteller, il y a vraiment un équilibre à trouver entre... Il faut laisser les gens parler, il faut laisser les gens dire. Il faut pas couper les gens qui ont énormément envie de parler et qui veulent parler. Mais il faut quand même éviter comme dit Cathy, essayer que ça tourne pas trop en rond, parce que effectivement, si ça tourne en rond, au final, le résultat sera le même, parce que c'est les mêmes arguments qui ont été dit, mais juste la partie sera longue et peut-être plus fatigante et moins stimulante pour les joueurs. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des rôles où quand tu les as, celui-là, il est un peu moins bien que ce que je pensais. Est-ce qu'il y a ce truc-là où comme je vais prendre le loup-garou comme exemple parce que c'est le plus simple, mais par exemple quand on est villageois, c'est un peu chiant. Est-ce que là, pareil, dans Blood, il y a un truc, il y a plusieurs rôles où on se dit là, j'ai envie d'être à la prochaine partie parce que autant me faire nominer parce que j'ai la flemme. Si tu demandes à moi, non. Oui, bien Tous sûr. les rôles sont géniaux. Mais si tu demandes à mes joueurs, je sais qu'il y en a certains, c'est pas qu'ils n'aiment pas. Mais je pense que quand tu commences à jouer, c'est normal que certains rôles, tu vois pas forcément l'intérêt qu'ils y soient. Donc, par exemple, certaines personnes ne comprennent pas la recluse. Donc, la recluse, c'est un marginal. Et les marginaux sont là pour être un peu un handicap pour l'équipe des gentils. Ils sont gentils, mais ils créent un peu de confusion. Du coup, la recluse, son pouvoir,
c'est que tu peux être vu comme étant la recluse par rapport aux autres rôles qu'il y a dans la partie, mais également tu peux être vu comme étant méchant, un sbire ou un démon spécifique. Donc, c'est-à-dire, si tu as la voyante qui tous les soirs choisit 2 personnes et je lui dis si oui ou non l'un des 2 est le démon, je peux décider que la recluse sera vue comme étant un démon et donc je dirais oui. Les personnes ne comprennent pas toujours qu'il y a une très bonne information à avoir de ça. Tu vois, de quand, si tu sais que quelqu'un est la recluse, quand est-ce que moi je dis que oui, quand est-ce que moi que je dis que non, que cette personne est vue comme étant gentil ou méchant. Ou quand il y a le chef en jeu. Le chef, je suis désolée, je l'ai dévalé. Le chef, il connaît combien de paires il y a de méchants. Donc, par exemple, il y a une paire si 2 méchants sont assis côte à côte. Ouais. Si, par exemple, il y a une recluse en partie et que je dis qu'il y a 2 paires, peut-être, c'est 2 paires séparées, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de la recluse, du coup, ou qu'il y a un méchant, la recluse et un autre méchant. Ça peut être vraiment un indicateur de où sont cachés les méchants. Mais il faut le voir comme ça. Donc il faut vraiment plusieurs parties dans les pattes pour vraiment se dire ok, c'est vraiment intéressant, il y a une vraie stratégie à aller chercher de certains rôles. Il y a aussi un sbire qui s'appelle le baron. Moi, j'aime beaucoup le baron. Il n'a pas assez d'amour à mes yeux. Juste pour préciser, les sbires, c'est les méchants, mais c'est les méchants qui ne sont pas le démon. Du coup, le démon, j'ai oublié de le dire à l'explication de la partie, évidemment, à toutes les nuits, sauf la première, il est réveillé pour tuer quelqu'un pendant la nuit. Voilà, ça peut être 1 ou 2 personnes en fonction de quel démon c'est, en fonction de quel script. Mais du coup, voilà, il y a dans les méchants, il y a le démon et les sbires. Je reviens à ce que je disais. Tu fais bien. Mais du coup, le baron, son pouvoir, c'est qu'il rajoute 2 marginaux à la partie. Donc, il y a beaucoup de gens au début, quand ils commencent à jouer, qui me disent j'ai pas de pouvoir, je fais rien. Moi, je suis en mode, le baron, pour moi, c'est un des meilleurs. Tu n'as plus de responsabilité. D'accord, ton pouvoir a été utilisé. Tu peux créer le plus gros chaos. Ce n'est pas grave si toi tu meurs. Donc tu peux vraiment brouiller les pistes à 100%. Mais aussi, tu as rajouté 2 marginaux. Ça veut dire qu'il y a 2 villageois en moins. Donc il y a moins d'informations pour le village. C'est énorme. Enfin, pour moi, il n'a pas assez d'amour, ce personnage. Voilà. Rendez l'amour au baron, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que vous direz que du coup le jeu, en termes d'accessibilité, est-ce qu'on peut faire jouer n'importe qui à Blood on the Clock Tower, ou est-ce que il faut quand même que les gens aient une petite base dans le monde du jeu? Ou est-ce que par exemple je pourrais faire jouer un enfant de 16 ans, enfin 16-15 ans? Est-ce que je pourrais faire jouer un adulte de plus de 50 ans, 60 ans au jeu? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une accessibilité assez grande et c'est assez compréhensible quand même comme jeu, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses à prendre en compte? Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais alors, généralement, c'est recommandé, je crois, au niveau de 15-16 ans, il me semble, pour jouer. Ça, je pense, c'est juste une question de mensonge. Tu vois, quand est-ce que les plus jeunes sont clairs sur ce que c'est un mensonge et que, voilà, ça fait partie du jeu. Sans doute qu'ils sont clairs, mais qu'ils soient clairs avec tu vois ce que je veux dire, que c'est qu'un jeu et que ils ont le droit de le faire et tout. Nous, à Cannes, on a fait beaucoup de parties. Et il y avait de tout. Il y avait des gens qui avaient déjà fait des jeux de rôle cachés et il y en avait qui n'en avaient jamais fait. Ça a très bien fonctionné. Et vraiment de tout âge. Enfin, on avait des jeunes comme des plus âgés. Il y avait un peu de tout le monde. La seule courbe d'apprentissage, c'est peut-être dans les rôles des personnages en soi. Parce que la mécanique, ça va. T'es réveillé, tu parles, tu t'endors, on te réveille, on te réveille pas, quelqu'un meurt, tu te réveilles, on recommence. Ça va. C'est juste au niveau des personnages que quelques personnes avaient des fois des questions. Mais ça, c'est simple. Pendant la journée, ils peuvent venir nous parler et nous prendre de côté et on leur explique. Donc, il y a vraiment, quand on dit on peut tout dire à n'importe quel moment, c'est vraiment, ça peut être la vérité que vous venez me parler parce que vous avez une question, comme ça peut être un bluff parce que vous avez besoin de parler à personne. Vous êtes en mode, je crois que je suis cramé, je te parle comme si tu me donnais de l'information par rapport à mon rôle. Enfin, il y a tout qui est faisable. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord avec toi. La marge d'entrée dans le jeu. Alors, on va mettre de côté pour l'instant le rôle de conteur, de storyteller. Mais pour se concentrer sur les joueurs, la marge d'entrée dans le jeu, elle n'est pas dans les mécaniques du jeu. C'est très simple. En 10 minutes, je pense que tu peux facilement. Enfin, c'est sûr, tu peux savoir comment jouer. Surtout si vous regardez nos vidéos. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça aussi. Tu peux jouer en découvrant les personnages, comme tu disais, à Cannes, tous nos joueurs, en fait, tous les joueurs qu'on a eu n'ont jamais joué à Blood on the Clock Tower avant. Il y en a eu quelques-uns qui avaient déjà joué. Il y en a eu quelques-uns.
Mais la majorité n'avait jamais joué avant, et du coup, genre, juste en découvrant les personnages sur le moment, parce que du coup, quand tu joues, t'as une feuille de jeu à la main avec la liste des personnages qui peuvent être en jeu pendant la partie, avec les rôles de chacun, ce qui aide beaucoup. Juste avec la feuille, tu la lis quelques minutes au début. Quand tu prends connaissance de ton personnage, juste tu vois ton personnage, c'est ça correspond à ça, ok. Tu peux facilement commencer. La marge d'entrée est, genre tu peux directement jouer. Les premières stratégies te viennent assez facilement. Au final, ça va. Mais en fait, la difficulté du jeu, la montée en difficulté, elle est dans les stratégies que tu vas mettre en place de toi vis-à-vis des autres personnages ou même vis-à-vis de ton personnage à toi, en fait. Ouais. C'est là que je trouve la pente de progression est là, c'est dans comment toi, tu vas t'approprier le personnage, comment tu vas bluffer, comment tu vas contre-bluffer, enfin voilà. Je pense que l'entrée en jeu est là. Après, niveau petit enfant niveau communicatif, ouais, je pense qu'à partir de 16 ans, c'est bien. On en a eu à Cannes, ils se sont très bien débrouillés. Vraiment, des fois, ils se débrouillent plus que les adultes pour passer un peu inaperçu. Ouais, non mais... Et je pense qu'en vrai, ouais, après, même passer 50-60, je suis sûr, ça ça nous est jamais arrivé, mais je pense que... Après, ce que je trouve qui est bien avec le jeu, c'est que t'es pas... Nous, on a tout type de joueurs. On a les joueurs qui parlent beaucoup et qui sont très... expressif. Expressif. Ouais. Et après, on a des joueurs aussi plutôt silencieux. Okay. Dans les deux cas, ça marche. Tu vois, t'es pas obligé... Quand on commence, généralement, comme tout jeu, celui qui parle le plus fort, on l'écoute. Quand t'as plus d'habitude de jouer, là, c'est vraiment tout le monde a sa place. Il y a des fois, le démon, c'est celui qui parle le plus. Des fois, le démon, c'est celui qui parle le moins. Tu sais jamais. Donc, tu peux pas te baser sur ça. Il y a tellement de stratégies vraiment à avoir. Est-ce que tu veux savoir une des meilleures stratégies Bien sûr. Alors, moi, c'est dans une de nos vidéos. C'était Jade, coucou Jade. Elle est venue me voir en plein milieu de partie. Elle me fait Cathy, je vais faire un truc. Voilà, va avec. T'inquiète pas, je vais gagner. Et j'étais en mode ok, j'ai aucune idée de ce qu'elle va faire. Elle se retourne, elle regarde tous les autres joueurs. Elle fait Cathy s'est trompée. Elle a fait une erreur. Elle m'a dit ça, c'est pas vrai. Et moi, je suis juste en mode Je confirme pas. En tant que maître du jeu, tu dis rien. Même si quelqu'un m'avait demandé est-ce que tu as fait une erreur, j'aurais juste répondu si j'ai fait une erreur, je l'aurais corrigée. Voilà. Ton but, c'est pas de dire ben non, elle ment. Tu vois, oui, sinon tu vas cramer le truc. Voilà. Mais ce qui était extrêmement drôle avec cette vidéo, c'est qu'elle a fait ça. Ils ont gagné grâce à ça, à ce mensonge. Mais elle disait qu'elle était la voyante, il me semble, et qu'elle s'était réveillée, je sais pas combien de fois, genre 3 fois, et qu'en vrai, si elle était vraiment la voyante, elle se réveillait que 2 fois. Personne l'a capté. Elle mentait tellement bien et elle avait tellement confiance en elle que personne s'est dit c'est un peu une fois de trop là. Donc vraiment, elle a bluffé, elle a menti, tout le monde l'a cru. Donc c'est vraiment, il y a des stratégies de foufou. Ou on peut faire comme Lucas. Tu vois de quoi je parle? Oui. Moi, mes premières parties, en fait, avant de jouer à Blood on the Clock Tower, j'ai jamais trop fait le loup-garou. J'étais pas trop à l'aise avec les jeux d'édition sociale, même avec le fait de mentir. Je suis pas un très bon menteur. Et du coup, il y a un moment où les premières parties où j'avais déjà attiré beaucoup l'attention des gens, même en étant gentil, les gens pensaient que j'étais méchant. Ouais, c'est toujours le cas. Si vous regardez les vidéos, c'est un des premiers à se faire exécuter tout le temps. Et du coup, au moment où je me fais accuser, on pense que c'est toi le démon, etc. Et moi, je suis en mode, ok, il faut que je me défende. Je ne sais pas comment me défendre. Je vais juste révéler mon rôle. Et du coup, j'ai dit, je suis monk. J'étais monk, mon personnage était monk. Ça n'a pas marché. Je me suis fait exécuter pour rien. Et peut-être 1 ou 2 parties après, il s'est passé la même chose. J'étais encore une fois monk. Je me suis encore fait accuser. Je me suis dit, ok, c'est bon, cette fois-ci, tu vas essayer de trouver autre chose. J'ai pas trouvé autre chose. J'ai paniqué. J'ai dit, je suis monk. Et le monk est un personnage important pour les gentils. Moine en français. Moine en français. C'est un personnage qui a beaucoup de pouvoir pour les gentils. Il protège quelqu'un. Ouais. En fait, toute la nuit, il protège quelqu'un du démon. Du coup, je me suis fait tuer par le démon. Voilà.
Donc j'ai commencé comme ça. Ouais, mais aucune stratégie est mauvaise. Parce qu'en faisant ça, c'est lui qui est mort dans la nuit. Du coup, d'autres pouvoirs ont pu avoir lieu. Tu vois, c'est vraiment, il y a de tout. Mais oui, c'est maintenant une blague dans notre groupe. Ouais, Toi, t'es quoi? Je suis Monk. Voilà. Non, en tout cas, ça a l'air. Enfin, le jeu a l'air vraiment énorme. Ouais. Parce que même quand on a le jeu de base, il me semble que du coup tu disais tout à l'heure, il y a des scénars dedans. Ouais. Vous avez d'ailleurs votre dernière vidéo YouTube, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, c'est un des scénarios prévus du jeu. Et donc du coup, ça se passe comment? Est-ce que vraiment ça apporte de la nouveauté à vos parties? Parce que j'imagine que parce que du coup tu disais vous êtes un groupe de potes, donc vous jouez tout le temps quasiment avec les mêmes personnes. Est-ce qu'au bout d'un moment ça devient pas redondant de jouer d'un avec les mêmes personnes et de deux avec les mêmes règles entre guillemets? Est-ce que du coup les scénarios apportent vraiment un truc supplémentaire? Tu vois, est-ce que vous ressentez ça, le fait de la redondance avec les mêmes personnes? Et est-ce que les scénarios apportent vraiment Je commence. Allez. Donc avec le jeu, il y a 3 scénarios. Nous les 2 qu'on a fait en vidéo, on a fait d'autres. En vidéo, c'est Trouble Brewing et Bad Moon Rising. Donc la grosse différence qu'il y aura, c'est dans tous les scénarios, il y a une mécanique différente. Okay. Donc le premier scénario, c'est vraiment pour qu'on apprenne le jeu, tout le monde a un pouvoir où on a de l'information. Donc c'est basé sur l'information et il n'y a qu'un seul démon. Donc tu sais quel démon est en jeu. C'est un démon qui, s'il y a trop de suspicions sur lui, il peut se tuer et passer le démon à un de ses spires. Super pratique, surtout quand tu débutes, voilà. Dans le deuxième scénario, Bad Moon Rising, il n'y a aucune information. L'information que tu as, c'est dans tes morts. Donc, c'est-à-dire, il y a un personnage qui s'appelle The Tea Lady, que si ses 2 voisins sont gentils, ni l'une ni l'autre ne peut mourir, que ce soit de jour ou de nuit. Donc, il y a beaucoup d'expériences scientifiques qui se passent dans Bad Moon Rising, où d'un coup, t'es en mode « Je pense qu'on devrait tuer mon voisin. » Voilà. Et si la personne meurt, on sait qu'un des 2 était méchant. Et s'il reste en vie, c'est que les 2 sont gentils. Donc, c'est comme ça qu'on a de l'information. L'autre grosse différence, c'est qu'il y a maintenant 4 démons possibles qui sont en jeu. Donc, il n'y en aura qu'un en jeu, mais il y a 4 possibilités. Et ils ont tous des pouvoirs propres à eux. Donc, vraiment, ça aussi, c'est intéressant de voir la nouvelle mécanique. Enfin, il y en a un, il tue 2 personnes, le Shabalov, et il tue 2 personnes la nuit. La nuit suivante, une de ces 2 personnes peut être régurgitée et revenir à la vie. Ah non, mais vraiment, il y a tellement de tout. Enfin, c'est fascinant. Et après, dans le 3e script, on introduit une nouvelle mécanique qui est Madness. Et Madness, c'est tu dois convaincre quelqu'un de cette chose. Tu dois convaincre tout le monde. Ouais, tu dois convaincre tout le monde de cette chose. Donc, par exemple, il y a un personnage méchant, un spire, qui s'appelle The Seven Nervous. Le Seven Nervous, son pouvoir, c'est il se réveille, choisit une personne et choisit un rôle. Donc, cette personne, maintenant, doit être fou. Enfin, de la folie, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français encore. Je crois qu'il dit doit convaincre ou doit être convaincant. Je ne sais pas exactement. Mais en anglais, c'est madness. D'être ce rôle. Sinon, il pourra être exécuté par le storyteller. Okay. Donc, tu dois maintenant, si la personne a décidé que tu dois être mad comme le juggler, tu dois maintenant passer la journée à dire « Ah, oui, je suis de juggler, mes infos, c'était ça, blablabla. » Si tu ne le fais pas, tu peux être exécuté. D'accord. Et quand tu te fais exécuter, la journée se termine, on passe à la nuit. Donc, il faut vraiment y adhérer, parce que sinon, la partie, elle passe vite et les méchants, ils tuent. Et voilà. Alors, si tu le fais, mais que tu fais « Je suis le juggler », wink wink, du Pareil. coup, non, ça marche pas en fait. Ça marche tu pas. dois vraiment montrer et convaincre. En fait. Tu dois y croire, même toi-même, dur comme fer. C'était tellement drôle. On a fait une partie, coucou Cyrielle, où Cyrielle était de Mutant. C'est un marginal, ouais. C'est un marginal. Non, Mutant, c'est un marginal. Ah, ok, oui. Où ton pouvoir, c'est que tu dois être mad d'être un villageois. Donc, en gros, tu ne peux pas dire que tu es de Mutant et tu ne peux pas dire que tu es un marginal. Tu dois dire que tu es n'importe quel autre villageois. Pour préciser, les villageois, c'est les gentils, mais qui sont pas marginaux. C'est-à-dire les gentils qui ont des pouvoirs qui vont dans leur sens, quoi. Okay, Ils foncent à la partie. Pendant cette partie, à un moment, on parle des marginaux, je suis en train de dire blablabla. Et là, je vois Jade et Cyrielle sur le côté. Et je vois Jade qui regarde Cyrielle en mode
Genre, je comprends qu'elle est en train de lui dire « Oh, t'es pas marginal, toi, genre, tu m'as pas fait comprendre que c'était ce que t'étais. » Et je vois juste Cyrielle du coin de l'œil faire comme ça. Et je la regarde droit dans les yeux, mais vraiment loin de l'autre côté de la pièce, je la regarde, elle me regarde, je fais « Cyrielle est exécutée immédiatement !» Et elle fait « Non !» C'était tellement drôle. Mais voilà, il y a tellement de mécaniques différentes et je sais pas, d'un point de vue joueur, ce que t'en penses. Du coup, vu que chaque script, il y a, je crois, 25 personnages et que quand tu joues maximum à... Bon, tu peux jouer jusqu'à 20 personnes en rajoutant 5 personnages qu'on appelle les voyageurs, les travelers. Mais si tu veux jouer que avec les personnages du script, tu peux jouer que jusqu'à 15 maximum. Ok. Voilà. Après, jusqu'à 20, ça se fait, mais voilà. Donc voilà. Et du coup, ça fait 15 personnages maximum qui sont pris parmi les 25. Et vu que une des importances du storyteller, c'est le storyteller qui conçoit la partie. Donc en gros, qui sélectionne les personnages qu'il va y avoir dans la partie. Pour avoir un bon équilibre dans la partie. Ouais. Donc en gros, pour faire en sorte que s'il y a un gentil qui, je saurais pas le dire exactement parce que Par exemple, dans Trouble Brewing, le premier script, en vrai, c'est fait pour que tu puisses mettre à peu près tout et n'importe quoi et ça marchera. Mais par exemple, tu as un empoisonneur qui peut empoisonner quelqu'un. Si un empoisonneur, il faut que tu mettes des rôles avec des pouvoirs qui ont des informations. Sinon, tu mets un empoisonneur pour rien parce qu'il ne pourra pas empoisonner de l'information. Oui, empoisonner, c'est en gros faire en sorte que ton pouvoir ne marche pas. Du coup, si quelqu'un est empoisonné mais qu'il n'a pas un pouvoir qui obtient des informations, bah ça se verra pas forcément. Ouais. Tu vois. Voilà, donc c'est un équilibre comme ça où si tu as un démon qui tue beaucoup, si tu n'as aucune protection, ben la partie va vite être finie. Mais ça s'apprend aussi au fur et à mesure de faire des parties. Et du coup, cet ensemble de jusqu'à 15 personnages, il fait que si tu joues plusieurs fois sur le même script, tu n'auras jamais le même ensemble de personnages entre deux parties parce que tu as une combinaison de 15 parmi 25, ce qui est énorme. Et du coup, déjà, rien qu'en termes de personnages, chaque partie est différente. En termes de jouer avec les mêmes personnes, avec les mêmes potes, moi je trouve ça trop bien parce que du coup, quand tu commences tous à peu près au même niveau, les gens, on monte de niveau ensemble en fait, et on voit que les stratégies qu'on met en place, elles sont soit en réponse à des choses qui sont passées avant, les gens se sont dit ça s'est bien passé comme ça, du coup je vais aller dans ce sens-là, ou je vais bluffer que je vais aller dans ce sens-là. Enfin voilà, du coup on se construit sur les mêmes personnes, et je trouve ça trop bien. Et je trouve ça aussi trop bien de jouer avec des nouvelles personnes, que ce soit des joueurs de jeux de déduction sociale ou pas, parce que c'est très rafraîchissant. Et même genre si j'ai fait 30 parties ou que je joue avec quelqu'un qui a fait 0 partie, je trouve ça trop bien aussi. Et enfin, je trouve ça trop bien. Et ouais, parce qu'on en fait des parties aussi qu'on organise du coup là où tu travailles. C'est vrai. Assez régulièrement, enfin quand on peut, et c'est toujours invité aux nouveaux pour qu'ils découvrent le jeu. Donc vraiment, on a tout niveau des fois, et c'est juste ultra fun. Et du coup aussi en termes de rejouabilité, même si tu as les mêmes personnes qui rejouent le même ensemble de personnages, en fait il va jamais se passer la même chose parce que les personnages sont choisis au hasard déjà. Enfin non pardon, mais les personnes piochent dans le sac et a son personnage au hasard parmi l'ensemble. Et en plus, un même personnage, tu peux le jouer de plein de façons différentes. Il peut y avoir cette personne qui se fait tuer en premier par rapport à celle-là, ce qui change complètement la donne du jeu. Enfin, la rejouabilité et les possibilités sont... Enfin, c'est fou, c'est assez infini. Et ça, c'est pour un script, donc x3, plus si tu prends l'extension, le carrousel, tu as rejouabilité immense. D'ailleurs, est-ce que pour vous, en parlant d'extension, tout ça, est-ce qu'il y a un truc qui manque au jeu ? Est-ce qu'il y a pour vous quelque chose qui devrait être rajouté, quelque chose qui aurait dû être enlevé du jeu ? Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un truc où vous vous êtes dit « Ah, ça, vraiment, c'est horrible, pourquoi ils ont mis ça là-dedans ?» Ou est-ce qu'en vrai, pour vous, c'est plutôt équilibré, ce qui pourrait être le cas, tu vois Moi, de mon point de vue, après pour l'instant, j'ai pas encore joué avec le carrousel, donc je joue qu'avec les 3 scripts de base. Je trouve que c'est assez complet, que ça a été pensé pour les nouveaux joueurs, pour les joueurs qui ont fait plein de parties différentes et qui ont envie un peu de piment.
j'ai pas trouvé de points négatifs ou de trucs à refaire ou à redire. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je suis désolée, je suis accro au jeu. De toute façon, je trouve t'aurais pas génial. voulu avoir un truc, je sais pas, par exemple, pour le storyteller justement, tu vois. Le storyteller au début de partie, il pioche un rôle aussi, tu vois, un truc un peu. Ça aurait pu être sympa, tu vois. Il y a un rôle comme ça qui existe déjà. Qui existe. Je crois que c'est. Désolé. Non, mais c'est pas que tu pioches. Bon, comme Lucas a dit, il y a des jetons aussi dans la partie pour qu'on ajoute, par exemple, si on fait une erreur, tu rajoutes un jeton qui dit « Eh oh, j'ai fait une erreur, c'est à votre attention », ou qui pimente le jeu. Quand tu as plus d'expérience avec le jeu, qui peut pimenter le jeu. Mais sinon, tu as un personnage, si je me trompe pas, c'est l'athéiste, il me semble. Je peux pas te D'accord, génial. L'athéiste, que ça veut dire une personne à ce rôle est gentille, et ça veut dire si... est-ce que c'est l'athéiste? Oh non. Mais explique-le, peut-être que je vais retrouver. Oui, que du coup, il n'y a pas de méchant dans la partie et que le storyteller est le méchant. Et que vous devez décider tous ensemble de tuer le storyteller. Si vous le faites et c'est pas le cas, les méchants gagnent. Genre s'il y avait vraiment des méchants dans la partie. Donc sur un script, tu vois tous les personnages possibles. Donc s'il est sur le script, il y a cette paranoïa de... est-ce que peut-être le storyteller, est-ce que c'est le storyteller qu'il faut qu'on tue ou est-ce qu'il y a réellement un démon et du coup n'importe qui de méchant peut dire ah oui moi je suis ce rôle, faut qu'on tue le storyteller. Okay. Donc est-ce qu'on fait confiance à cette personne, est-ce que non, voilà. Du coup il y a cette dimension qui s'ajoute de pouvoir tuer le storyteller. Oui, ou d'autres pouvoirs qui font que le storyteller des fois peut avoir un pouvoir de spire, de méchant dans la partie. Donc il y a vraiment, c'est très très complet. Et aussi, ce que j'adore avec nos joueurs, c'est que maintenant que ça fait plusieurs parties qu'on fait avec eux, ils sont toujours à me regarder. Et il y en a quelques-uns en particulier qui sont en mode « Ok, je connais Cathy. Je pense que là, elle aurait pas mis ça dans la poche. Donc, je pense que cette personne est en train de mentir. » Quand j'entends ça, les prochaines parties, je fais exactement l'inverse de ce qu'ils pensent. Et c'est tellement fun de voir leur visage, je suis désolée, de voir leur visage se décomposer et se rendre compte de... Oh non, on sait pas ce qu'elle fait, Cathy. On n'a pas le choix, on doit jouer le jeu, on peut pas méta la partie parce que vraiment, il y a des fois où, je pense comme tout le monde, quand tu construis une partie, il y a des rôles que tu aimes mieux que d'autres, que tu vas plutôt mettre parce que tu les trouves plus fun, mais que petit à petit, moi vraiment, même les rôles que j'aime peut-être un peu moins, on les met comme ça, ils s'y attendent pas, et comme ça... ça pimente un peu la partie en plus. Ah oui. Moi j'ai pensé à quelque chose, en fait... Tout à l'heure, on parlait de l'accessibilité, du ticket d'entrée dans le jeu, et j'ai dit laisse de côté le storyteller. En fait, du coup, pour être storyteller, du coup, il faut savoir comment le jeu s'organise, etc. Et t'as pas mal de, on va dire, c'est un peu compliqué d'être storyteller, je trouve, au début. Je sais pas ce que t'en penses. Ça se fait, et je dis pas que c'est impossible, pas du tout. Enfin, tu peux facilement, comme Cathy, prendre le livret, regarder des vidéos, apprendre à être storyteller, et commencer à être storyteller facilement, et puis genre apprendre, faire des erreurs au début, forcément, tout le monde en fait, et après être meilleur. Peut-être. Dans les règles du jeu, il y a une grosse section qui est dédiée au storyteller pour expliquer comment rendre la chose plus fluide, plus fun, plus équilibrée aussi, pour gérer les conflits, des choses comme ça. Mais après, c'est comme tout. Je pense que les gens qui vont devenir storyteller, c'est les gens qui étaient genre maîtres du jeu pour le loup-garou, ou qui aiment avoir ce contrôle et qui sont tellement à fond dans le jeu, qui connaissent les rôles et qui sont en mode « Ah, vas-y, j'ai envie de voir l'interaction entre ça et ça ». Moi, il y a pas mal de gens qui commencent le jeu ou qui ont connu grâce à nos vidéos, qui me disent « Ah ouais, moi, c'est sûr, je veux être compteur. Moi, je vais être compteur, je veux pas être joueur. » Donc, je pense qu'il y a un peu pour tout le monde, mais ça dépend de quel genre de joueur tu es. Il faut que les gens sachent qu'il y a un gros travail quand même pour être storyteller, peut-être de recherche. Il y a, par exemple, un personnage qui s'appelle l'Innocente. L'Innocente, la première fois que tu es nominé, si la personne qui t'a nominé est un villageois, cette personne meurt de suite quand elle te nomine, mais que la première fois. Si tu débutes et tu ne fais pas attention à ça et que tu tues pas la personne de suite, soit tu es en train d'insinuer que cette personne est marginale ou un méchant, ou tu vas vite fait faire « Oh, elle est exécutée, pardon » ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment des fois des choses qui sont instantanées, qu'il faut être dessus, genre il faut vraiment être attentif à la partie tout le temps. Après ça va, c'est une fois dans la partie. Après ça m'est arrivé d'arriver jusqu'aux 3 derniers et que personne n'avait nominé l'Innocente. Et que j'étais en mode, s'il la nomine maintenant, la partie se termine. Donc
On va voir ne ce le qui va se faites pas, passer. ne le faites pas. Mais c'est important en tant que maître du jeu de... Pour moi, tous ceux qui veulent débuter, je dirais surtout, amusez-vous. Enfin, c'est ça le but, c'est pour ça qu'on fait le jeu. S'amuser, c'est normal que vous fassiez des erreurs. J'en fais encore, tout le monde en fait encore. Mais aussi de juste d'y aller surtout lentement au début, le soir. Il y a une fiche qui te dit qui réveiller dans quel ordre, ce qui est vachement pratique, que tu n'as pas à tout retenir. Mais c'est vrai qu'il y a certaines mécaniques qui vont rebondir ensemble, que ça peut des fois sembler trop, mais juste respirer un coup, le faire, tenter. Si vous faites une erreur, c'est pas grave. Et c'est comme ça que j'ai appris moi, c'est comme ça que toi t'as appris toi. Enfin, c'est accessible. Après, juste, comme dans n'importe quel jeu, on apprend aussi des fois en jouant. Le plus simple aussi des fois c'est ça, même si bon là il faut quand même il y a un peu d'apprentissage avant pour cette storyteller, mais voilà, c'est comme dans n'importe quel jeu où on dit tant pis, on apprend sur le tas, on fait des erreurs, c'est comme ça, et bon tant pis si ça peut un peu niquer la partie à certains moments, mais bon après généralement dans tous les cas les joueurs s'y retrouvent, ils voilà, sont quand tu dis tout à l'heure, tu disais il y a un jeton erreur où tu peux dire par exemple je sais plus comment il s'appelle, mais t'as un jeton que tu peux mettre dans la partie, et que je crois que c'est genre si tu fais une erreur, je sais plus si c'est tu vas faire une erreur dans la partie, mais il y a de tout dans Blood on Clock Tower. Moi généralement quand je fais une erreur, c'est plutôt je dis soit c'est juste à la personne concernée, ça m'arrive d'oublier de réveiller quelqu'un dans la nuit, soit tu dis tout le monde juste refermez les yeux 5 secondes, ou tu prends la personne de côté et tu dis voilà l'info que tu aurais dû avoir, voilà. Tu peux dire à tout le monde si c'est d'autres erreurs, j'ai fait une erreur, juste soyez dans le quotient. Tu peux voir avec tes joueurs et dire est-ce que ça va te continuer sachant qu'il y a une erreur, des choses comme ça, mais généralement moi mes joueurs sont hyper compréhensibles là-dessus, c'est en mode non vas-y on y va, et je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'ai autant de plaisir de gagner que j'ai de perdre. Je crois que mes parties les plus fun pour moi quand j'ai joué surtout en ligne, c'est quand j'ai perdu. Parce que vraiment, quand tu vois le travail que les méchants ont mis pour gagner et la stratégie qu'ils ont eue, tu peux que applaudir. C'est vraiment, t'as été berné au plus haut degré, c'est hyper fun. Quand tu gagnes, oui, bien sûr, tout le monde aime gagner, mais vraiment, quand les autres gagnent, c'est waouh, ok, comment ils ont fait ça? Ouais, c'est bien d'apprendre, du coup, de tirer un peu le fil. Dire waouh, en fait il s'est passé tout ça et je me suis fait berner comme jamais. En fait le jeu est tellement stimulant en lui-même, des discussions avec les autres, il y a tellement de rebondissements à tout moment où tu t'avais confiance en quelqu'un et tu te rends compte au tour d'après qu'en fait tu peux ne pas avoir confiance en quelqu'un, enfin toutes les informations que tu as oui, en fait, tu peux pas faire confiance aux informations que tu as de base dans Blood on Clock Tower, parce qu'il y a des rôles qui font en sorte que les informations, enfin des états que tu peux récupérer qui font en sorte que les informations que tu as sont fausses. Il y a évidemment tout le monde qui ment quand t'es méchant. Il y a les gentils qui peuvent mentir aussi pour attirer l'attention des méchants, pour pouvoir pour essayer de se faire tuer et activer leur pouvoir, des choses comme ça. Du coup, les informations, tu peux pas y faire confiance à 100%. Donc c'est vraiment, t'es sur le qui-vive, c'est très stimulant. Il y a un peu un aspect murder party, je trouve, en fait. Tu dois, je sais pas ce que t'en penses. Je le verrais un peu comme ça. Genre un peu où tu dois essayer de recouper un peu les informations, genre un peu énigme murder party, genre où t'as un ensemble d'informations, tu veux essayer de le recouper avec d'autres, etc. Mais tu peux avoir confiance en ça, finalement il y a ça comme twist, enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que à la fin, même quand tu perds, c'est comme tu dis Cathy, genre c'est incroyable, je me suis fait berner comme ça, j'avais deviné ça, c'était trop cool, mais en fait ça j'avais pas deviné, c'était trop bien, enfin cool. En vrai, c'est ultra stimulant et ultra satisfaisant, même de perdre. C'est mieux de gagner. Je préfère gagner. Forcément. Mais quand je fais la révélation à la fin, parce que je fais un petit débrief à la fin de tout ce qui s'est passé, les yeux des gens qui sont en mode waouh. Et pour tous ceux qui veulent devenir storyteller, faites-le. Parce que honnêtement, le plaisir que vous prenez de voir vos joueurs s'amuser, c'est énorme. Mais aussi juste le fait que il y a un personnage en particulier que vous allez adorer, celui on en a parlé vite fait, de l'ivrogne. Oui. De l'ivrogne. Que cette personne va piocher un jeton villageois, va voir qu'il est villageois, par exemple l'empate. L'empate qui apprend combien de ses voisins en vie sont méchants. Voilà. Il va le voir, le jeton, il va le redonner, je vais le mettre dans le grimoire, et je vais mettre un petit jeton à côté marqué
c'est l'ivrogne. Et donc, pendant toute la partie, je vais lui mentir. Que ce soit de l'information vraie comme fausse. Donc, c'est-à-dire, s'il est à côté des deux méchants, pendant la plupart de la partie, je vais dire non, 0. Il n'y a aucun méchant à côté de toi. Puis à un moment, si je vois que vraiment les méchants sont en train de gagner, à un moment, d'un coup, un est méchant. Oh, c'est étrange ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vraiment, il y a de quoi. Moi, j'ai rendu l'innocente était l'ivrogne. Peu importe qui l'a nominé, personne n'allait mourir. Et donc, l'innocente est en mode « Je suis innocente, tu n'es pas mort, tu es méchant ». Tu peux créer un chaos absolument sublime. Bien sûr, le but du storyteller, c'est pas non plus que la partie est genre tu peux pas la gagner. C'est pas le but. Oui. Le but, c'est que vous vous amusez, mais juste avoir ce contrôle permet de aussi équilibrer. Et c'est ça qui est trop bien, je trouve, en tant que storyteller. Parce que vraiment, pendant tout le jeu, t'es là et en gros, tu pousses la partie et tu fais en sorte que la partie soit le plus fun et le plus chaotique possible pour tout le monde. Et ça, je trouve ça incroyable. Ouais, je suis pas pour les gentils, je suis pas pour les méchants, mais c'est beaucoup plus simple d'aider les méchants au début que d'aider les gentils parce que tu peux pas défaire ce que t'as dit sur les méchants. Genre, tu peux pas défaire ah ouais, t'as un méchant là. Pendant toute la partie, ça va savoir. Mais si tu commences à partir en mode non, là, il n'y a pas de méchant. Puis vers la fin, si vraiment les méchants sont en train de gagner de fou, tu fais ah, regarde là-bas, il y a un méchant. Ça équilibre un peu. Donc tu dois commencer la partie en aidant les méchants un peu, surtout qu'ils sont dans la minorité. Voilà, il y en a moins que de villageois. Mais ouais, trouver l'équilibre, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le jeu. Et tu dirais que c'est le point fort du jeu pour toi en tant que storyteller? Moi, j'adore instaurer les chaos. Ça, c'est très clair, ça se voit dans mes vidéos. Mais j'adore aussi... C'est un peu un double tranchant, parce que tu as quand même beaucoup de pouvoir dans le jeu. Donc, ce que tu fais a un impact sur la partie, ce qui peut être génial, comme ça peut être, des fois, le mauvais choix. Ça m'est déjà arrivé dans une partie qu'on a fait, où j'ai fait un mauvais choix, et du coup, les gentils ont gagné assez rapidement après. Okay. Bien sûr, en tant que maître du jeu, t'es deg. Parce que tu veux pas que ça soit ça qui arrive. En tant que joueur, c'est pas très grave. Moi, j'étais joueur à cette partie et c'est pas grave parce qu'au final, c'était trop bien et ok, bon, ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais vraiment, c'était trop bien et c'est pas ça que j'ai retenu, quoi. Faut pas oublier que c'est un jeu. Voilà. Oui, on est carrément. là pour s'amuser, donc s'il y a des erreurs, c'est pas très grave. Ou dans certaines parties, pas encore sur YouTube, mais bientôt, il faut que je fasse un choix de si là, à l'instant, l'équipe des méchants gagne, ou si la partie continue, sachant que si la partie continue, les gentils vont gagner. Donc, tu as vraiment ce choix à faire. Et moi, je regarde toute la partie en mode, OK, est-ce qu'ils se sont bien débattus, les méchants? Si c'est oui, c'est eux qui vont gagner. Est-ce que les gentils méritent la victoire là-dessus? Et pour eux, qu'est-ce qui va être le plus fun? Tu vois, parce que si tu donnes la victoire comme ça, les gens sont en mode, OK. Et je leur avais parlé, je vais pas vous dire à qui j'avais choisi, mais j'en ai parlé après et tout le monde m'a dit ouais, t'as eu raison parce que si t'avais fait l'autre choix, ouais, ça aurait été cool de gagner, mais ça aurait été un peu pas mérité. Ouais. Donc on n'aurait pas aimé autant. Mais voilà, il faut assumer les choix en tant que storyteller et juste avoir un retour après même avec les joueurs. Oui. C'était un bon comment débrief, c'était comment tu l'as vécu, je l'ai trouvé trop difficile la partie ou c'était trop facile, et moi du coup j'équilibre petit à petit en fonction du retour qu'ils me donnent et voilà, on fait des parties de fou maintenant. alors un autre exemple que j'ai vécu sur une des 2 fois où j'ai storytell, où en gros il y avait le démon qui se faisait passer pour un rôle, je sais plus ce que c'était, on va dire que c'était l'impasse voilà. Et à un moment, il y a une autre personne qui a un rôle. Cette personne est empoisonnée, donc du coup, son rôle ne marche pas. Et cette personne demande, va via son pouvoir, le rôle de la personne qui est le démon. Et du coup, vu que la personne est empoisonnée, je lui donne l'information que je veux. Information vraie, information fausse. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas de raison, on va dire, dans l'équilibre du jeu, que je lui révèle que c'était le démon, je lui mens, et du coup, la chose la plus intelligente à faire, c'est de révéler qu'elle était le bluff. Et du coup, j'ai montré à cette personne que le démon était le bluff, du coup, le personnage que le personne était en train de bluffer. Ouais. Et du coup, je confirmais le bluff. Je pouvais faire ça parce qu'elle était empoisonnée. Et du coup, cet aspect, on va dire, équilibrage,
il est important parce que du coup, il faut écouter un peu ce que les méchants veulent bluffer pour essayer de jouer un peu avec eux quand c'est utile et quand c'est nécessaire. Ouais. Ok. Est-ce que vous pensez que là, du coup, actuellement, avec tout ce que je viens de dire, etc., parce que pour l'instant, le jeu, comme tu disais au début de la vidéo, n'est pas en français. Non, mais elle arrive. Mais il arrive très prochainement. Alors, il me semble que là, à l'heure où on tourne, il me semble que le Kickstarter, ça y est, c'est fini. Enfin, c'est pas Kickstarter, mais c'est... Tabletop. Ouais, c'est ça, carrément. C'est fini. C'est fini. Même pour les retardataires, là, c'est fini. C'est fini. J'imagine que le jeu sortira peut-être après en boutique, je sais pas. Ouais, je normalement, crois que il me semble que c'est ça. boutiques vers septembre, on m'a dit. Voilà, normalement. Est-ce que vous pensez que avec parce que là, on disait à l'Inter, ça a beaucoup marché. Est-ce qu'en France, on peut voir une montée de Blood arriver? Est-ce que pour vous, vous voyez déjà des gens qui disent ah c'était trop cool quand vous faisiez des initiations, par exemple, que ce soit à Cannes, que ce soit dans les différents bars, dans les différents endroits où vous faites des petits trucs. Est-ce que il y a des gens qui viennent vous dire ok nous le prochain jeu qu'on achète, si on peut, c'est Blood on the Clock Tower. Est-ce que on va le voir plus souvent sur YouTube, en France, même dans des initiations, etc. Pour vous, vous pensez que ça va partir dans ce sens-là? Ouais. Moi, je pense que oui. Déjà, quand on fait des parties pour des nouveaux joueurs, je pense que très, très souvent, la plupart du temps, ils reviennent après. Ils veulent refaire des parties. C'est très rare qu'une personne... Après, c'est normal. C'est un jeu, c'est pas pour tout le monde. Tu vois, c'est comme tous les jeux. C'est pour ça qu'il y en existe autant. Mais à Cannes, on avait pas mal de personnes qui sont venues exprès au stand et qui avaient regardé les vidéos et qui m'avaient dit on a regardé tes vidéos, du coup on a pledge pour le jeu parce que ça nous a tellement convaincus, on a trop hâte d'y jouer. On a rencontré tellement, on est d'accord, tellement de gens qui vraiment étaient déjà go, j'ai trop hâte d'avoir ma boîte. Et même ceux qui en avaient jamais entendu parler, ils sont passés, on leur a expliqué, c'est en mode pas mal ça. Ouais, en vrai, c'est tentant. En vrai, on en a eu peut-être, je sais pas, un tiers des joueurs au Festival de Cannes qui sont passés un peu par hasard, qui ont entendu parler du jeu, ils se sont dit, écoute, qui ont vu le stand et se sont dit, pourquoi pas tester? Et à chaque fois, je pense que quasiment à chaque fois, tout le monde était ultra content et ultra hypé par le jeu. Et après, au-delà de Cannes, parce que forcément à Cannes, c'est quand même les passionnés de jeux qui sont au festival. Moi, j'en entends un peu parler, surtout via mes potes, en fait. Mes potes qui me disaient, en fait, c'est marrant, j'ai un de mes potes qui m'a dit, j'ai découvert ce jeu un peu par hasard, ça a l'air hype, Blood on the Clock Tower, trop bien. Et je pense que ça arrive petit à petit. Moi, je le vois arriver dans des bars à jeux, un peu partout. Je vois les stories qui commencent à dire ce soir, Blood on the Clock Tower. Et moi, je commence aussi à faire des parties en entreprise aussi maintenant, pour des after-work. Ah, c'est pas mal. Donc, c'est hyper fun. Moi, j'ai hyper hâte de mettre le chaos au sein de votre entreprise. Genre, appelez-moi de suite. Non, mais je pense que ça va être hyper fun. Et c'est une bonne façon aussi de jouer avec tes collègues. Parce qu'il y a l'aspect hyper social de se mettre debout, partir en petit groupe et discuter. Donc, je pense que ça va très, très bien marcher. Et je pense que on va le voir partout. Après, c'est comme tout. Faut aimer ce type de jeu, faut vouloir jouer, mais sur Toulouse, n'hésitez pas. sur Toulouse, n'hésitez pas. Comment s'est passé pour du coup le Festival de Cannes? On vous a contacté ou c'est vous qui avez contacté? C'est trop cool. Ouais. Donc on était déjà en contact avec une personne de Open Sesame Games. C'est eux qui l'amènent en français du coup. C'est la maison d'édition qui fait la localisation du jeu. En français, du coup, qui va le sortir. On les salue, du coup. Claire, coucou. Claire, elle nous a dit qu'on avait beaucoup aidé à la campagne française. Que à travers les vidéos, du coup, il y a eu plus de personnes intéressées, parce que bien sûr, quand tu vois une vidéo de jeu, de partie, des règles, que les gens sont de plus en plus investis. Elle nous a dit, vous avez grave géré comme beaucoup d'autres personnes. Est-ce que ça vous dit de venir sur Cannes pour faire des parties de Blood on the Clock Tower et continuer à donner envie aux gens de jouer à ce jeu? Et bien sûr, on a dit oui. oui, on fait la route, on arrive, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'était juste comme ça que ça s'est fait. Et en espérant que ça continue. Hein. Enfin, moi, je suis franchement, pour, vous ressentez beaucoup de fierté
dans ce truc-là bah voilà, Claire, du coup, qui vient vous voir et qui vous dit, bah, vous avez tellement participé, enfin, en tout cas, pas mal à la campagne française et tout. Est-ce que vous ressentez ça, du coup, de se dire, ah, trop cool, le jeu que j'adore, j'ai réussi à le mettre. Une fierté et en quelque sorte un peu pour nous, vu que la chaîne est petite quand même, une certaine reconnaissance du travail qu'on a fait derrière, que c'est quand même de quali ce qu'on fait, je trouve. Ouais, oui, carrément. Je trouve. Et que tout ça, on essaye. Et que ça a donné envie à des gens. C'est ça le but de la chaîne à la base, c'est de faire ces vidéos pour que les gens aient envie de pouvoir jouer à Blood on Clock Tower. Donc qu'on entende un retour aussi positif, ça fait hyper plaisir. Hein. Ouais. Donc voilà. Et justement, quand tu parles des vidéos, là, tant qu'on est sur le sujet, en termes de montage, ça vous prend énormément de temps, j'imagine. J'essaie de le dire le plus calmement possible. C'est parce qu'on en parlait avant hors cam, mais du coup, il y a une caméra avec les chaises centrales, après surtout du téléphone, donc c'est beaucoup j'imagine, de montage, d'essayer de trouver les bons plans, tous les micros, les synchros, tout ça. C'est surtout, pour moi, c'est surtout les micros qui prennent le plus de temps. Le montage aussi, parce que, alors moi je fais la plupart du montage. Genre le cut, tu veux dire? Ouais, moi je fais la plupart du montage et Lucas fait la fin. Donc il fait la petite finition à la fin. Donc moi c'est vraiment et du coup genre moi je dois regarder la vidéo qui peut-être parce que c'est filmé va durer 2 heures, 2 heures et demie. Je regarde une première fois pour voir de quoi on parle. Je regarde une deuxième fois pour couper et voir ok là on se répète, on enlève, là c'est moins intéressant, on coupe. Il faut ensuite remettre tout dans l'ordre parce que bien sûr tous les vidéos des portables sont pas en ordre. Donc il faut que je regarde, j'écoute l'audio pour savoir ok ça elle est là, ça elle est là, ça c'est là, que c'est cohérent, pardon. Et puis quand c'est cohérent, je passe à l'audio. Et l'audio, je dois réécouter encore une fois tous les audios. Et c'est enfin tous ceux qui font l'editing vont savoir, c'est j'écoute une voix et je coupe quand ça commence et je coupe quand ça finit. Et tu fais ça. Nous on est combien quand on joue, genre 10, 11 On est 12 maximum. Donc voilà, faire ça une douzaine de fois. Quand tu coupes chaque audio individuel, parce que si tu gardes tous les micros allumés, il y a un son trop fort. Forcément. Donc tu dois tous les couper. Donc c'est un travail de fou. On adore, d'accord, on adore faire nos vidéos, mais vraiment c'est un travail. Donc quand les gens disent vraiment on a apprécié vos vidéos, ça fait extrêmement plaisir parce qu'on y met vraiment du cœur. Tu sens la passion derrière. On le ferait pas s'il y avait pas une passion pour le jeu. Tu vois, c'est vraiment. Et un peu pour le montage aussi. D'accord. En tout cas. Qu'est-ce que tu dis moi, j'en fais pas beaucoup. Moi, je fais juste. Je fais la fin c'est pour ça qu'il aime ça encore. Moi, je fais la fin du mixage audio. Je fais les EQ, Dynamics, etc. Un peu les transitions, etc. Donc, j'en fais pas grand-chose. Pour ça que tu perfectionnes à la fin. Moi, je fais tout le découpage de tout le reste. Vous êtes quand même complémentaires, parce que ça serait un peu compliqué. Parce que moi, j'aimerais moins faire ce que tu fais, et toi, je pense que... moi, je pense que t'aimerais moins faire ce que je fais. Donc, ça s'arrange bien. Ouais, ça s'arrange bien. Et là, on est en discussion là de si est-ce qu'on veut étendre un peu ce qu'on fait. Donc, on n'est pas encore sûr, mais moi, j'aimerais bien... J'ai toujours adoré, comme tu peux l'imaginer, les jeux de société. Donc, je me pose des questions sur faire des petites vidéos sur des jeux de société autres que Blood on Clock Tower ou faire des parties avec mes amis de jeux de société. Trop bien. Donc, une exclue là, une exclue. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu l'as entendu ici en premier. Ici en premier. Même eux ne le savent pas. Même nos amis ne le savent pas. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis très très longtemps. C'est juste que Blood on Clock Tower m'a tellement donné envie de faire des vidéos. Parce que c'est difficile quand même de se mettre en avant sur une vidéo et de faire des parties filmées et tout. Donc ça m'a donné la confiance de pouvoir faire ok, je vais tenter de faire d'autres jeux aussi. J'ai un pied dedans maintenant, donc on y va. Pourquoi pas? On vit qu'une fois et si les gens aiment pas, ils regarderont pas. Voilà. Oui, carrément. c'est le pire chose qui peut arriver, mais vraiment, Blood on Clock Tower, on le dit pas assez, mais mes amis sont venus me voir à un moment. Comme tout le monde, t'as des journées où t'es un peu plus triste. Et ils sont venus me voir, ils étaient en mode Cathy, tu te rends pas compte, mais c'est toi qui nous a réunis. Genre avant, on se connaissait tous, mais on n'était pas genre amis proches.
Mais dès que tu as commencé à faire des parties, on faisait des covoites, on parlait dans la voiture, on parlait pendant les parties. Et maintenant, j'ai un groupe d'amis assez énorme grâce au jeu. Enfin, le jeu m'a apporté énormément. Et je sais pas, j'espère que ça sera le cas pour d'autres personnes aussi, que vraiment, nous, ça nous a tous rapprochés. Ouais, en fait, genre, le fait de mentir à tes potes, tu te rapproches de tes potes, en fait. Ça crée du lien. Ça crée des liens, voilà, pour la vie. Non, mais je suis d'accord. Et vous en avez perdu à cause du jeu? Non. Des amis? Pas encore? Non, pas encore. Non, Pas encore. Non, ce qui est bien avec nos amis, c'est qu'ils comprennent que c'est un jeu. Donc, Oui. peu importe ce qui se passe dans le jeu. Mais il y a quand même cette courbe d'apprentissage, de pas trop s'énerver dans une partie ou pas trop le prendre personnel quand t'es menti. Mais ça vient et dès que tu t'as passé le cap, c'est bon, t'as compris que c'est qu'un jeu. Et après ça, on va tous aller manger ensemble, on va faire d'autres jeux de société. Peut-être qu'eux, ils vont me mentir. Enfin, voilà, moi, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Mais c'est nos amis, quoi. Oui, ça va. Ils arrivent à faire la différence. Ouais, même les nouveaux joueurs, maintenant, je pense que ils arrivent à faire la différence. Et tout. Ils sont bien dans l'esprit. Ouais. Est-ce qu'on aura un jour une vidéo Blood on the Clock Tower dans une vraie tour? Oh, j'aimerais. Si vous avez une tour, contactez-nous, s'il vous plaît. On en a besoin. Non, en vrai, on adorait pouvoir faire sur des lieux insolites ou des lieux vraiment stylés. C'est juste une question de budget. Genre, nous, je pense. Nous, on n'a pas de budget. Voilà. c'est tout simple que ça. C'est pour ça qu'on utilise nos portables. Voilà, tout simplement pour filmer. Oui, mais ça marche très bien. Mais si on avait plus de budget, on pourrait faire plus de choses, bien évidemment. Donc, si quelqu'un a une tour, une maison hantée... pour quelques heures. Voilà, ça va. En échange, ils peuvent participer, s'ils veulent, à la vidéo, être dans le jeu. Voilà, c'est une bonne contrepartie. J'avoue que ce serait trop bien, l'ambiance serait incroyable. Ouais. Bah ouais, c'est trop cool. Bon, le message est lancé. Ouais. Si vous avez une tour. Si vous avez une tour, sur Toulouse, dans les alentours. Non, mais en vrai, on y a pensé quelques fois, mais c'est juste... C'est surtout une question de budget, forcément. Bah, c'est comme tout, si tu veux privatiser quelque part, c'est énorme comme budget, tandis que là, pour l'instant, on arrive à trouver petit à petit. Vous verrez, à un moment, on se retrouve chez des potes, on n'a pas la place, donc on est assis tous par terre, en demi-cercle, on fait avec les moyens du bord. Mais c'est ça aussi. C'est ce qui rend aussi authentique les vidéos. C'est ça. Enfin, vos vidéos, c'est que c'est vraiment, on est là. Ça, je pense que le spectateur se rend compte que, ok, bah, moi aussi je peux jouer chez moi, même si j'ai pas 20 chaises pour accueillir mes potes, on peut se mettre par terre, on peut jouer. Il suffit d'avoir un jardin, il suffit d'avoir un endroit, etc. Plusieurs sur le canapé, il y en a 3 sur des coussins. On nous avait posé la question à Cannes aussi on le voit dans vos vidéos que quand vous filmez, tout le monde part dans une petite pièce. Est-ce que ça, du coup, ça marche moins bien si on a juste une pièce? Et je suis en mode, pas du tout. Pas du tout, vous pouvez faire dans une pièce, vous mettez de côté avec une personne, et c'est en mode, ouais, mais c'est pas trop cramé que, genre, c'est le démon, ils sont spires qui sont en train de se parler parce qu'ils sont que tous les deux. Et j'étais en mode, non, moi j'ai vu mes joueurs, je les adore, je les ai vus échanger les bluffs en pleine conversation avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment, ils sont en pleine conversation, ils ont la liste des personnages là, et ils pointent vers 3 bluffs ou 2 bluffs des fois, comme ça, pendant qu'ils sont en pleine conversation, ils sont en train de regarder autre part, la personne passe, voit, voilà. Ils ont donné les bluffs aux autres. C'est impressionnant la stratégie des gens maintenant. Le plus tu joues, de toute façon, le plus tu vas en découvrir avec tes potes. De toute façon, les stratégies seront toujours et puis différentes. Du coup, plus l'endroit où vous le faites, si par exemple il y a plusieurs pièces ou qu'il y a une seule pièce, du coup la partie va être complètement différente, la stratégie va être complètement différente aussi. Ça dépend. Oui ou non, parce qu'en fait, genre, je pense que c'est quand même bien d'avoir... Enfin, je pense pour l'organisation du jeu, c'est quand même bien d'avoir une idée de qui, plus ou moins, qui est avec qui, tu vois, parce que tu peux pas mal jouer là-dessus. Mais... Ce qui veut dire par ça, c'est garder un œil sur qui va parler ensemble. Garder un œil sur qui va ensemble, mais également le fait que tu peux pas garder un œil sur tout le monde. C'est le cas quand tu fais des pièces séparées, mais c'est aussi le cas quand tu es dans une grande pièce. Quand tu es tous dans une grande pièce et que tu vas être concentré avec la personne pour échanger le maximum d'informations, etc., bah, des fois, tu en oublies de regarder autour de toi. Et en fait, ça marche très bien. Tu peux facilement être caché en pleine lumière, entre guillemets, ou pas. Tu vois, genre, je pense pas qu'il y ait de trop grosses différences de comment le jeu se joue en fonction des deux trucs. Et dans tous les cas, les joueurs s'adaptent. Comme a dit Cathy, les 3 doigts pour montrer les 3 personnages. Il y a vraiment de tout. C'est incroyable. Ou même, je suis sûr que tu arrives avec ton sbire. Parce que de toute façon, au début de la partie, les sbires et le démon se connaissent
avant même de parler ensemble. Du coup, si les 3 sont ensemble et que juste ils font une discussion normale et qu'au milieu de la partie ils calent les 3 noms de personnages, bah du coup tu peux deviner que c'est des bluffs, quoi. On dira, il fait beau ce soir, empathique, enfin voilà. Bravo. Comme Lucas vous l'avez compris, jamais être débile. Lucas, c'est le meilleur bluffeur de notre groupe, comme vous l'avez compris. Non, en vrai, ça va, je m'améliore. Ouais, oui, tu t'améliores. Mais même Lucas, qui n'a pas des bluffs de fou et qui ne ment pas exceptionnellement bien, s'amuse énormément dans les parties. Et j'ai fait quelques victoires en tant que méchant aussi. Genre, oui, mais bien évidemment, ça peut rassurer des gens. Ça dépend. Pardon. Non, mais j'allais juste dire, ça dépend du groupe avec qui t'es, tes potes. Enfin, à force, ils sont tellement en mode, on a tellement tué Lucas, ça doit pas être lui, que quand c'est lui, il le laisse tranquille. Il le laisse tranquille. Tu vois, ça marche dans les deux cas, tu vois. Mais ce qui est bien avec Blood on Clock Tower, c'est comme on le disait au début, quand t'es mort, tu continues à jouer. Oui. Donc, t'as plus ton pouvoir, ok, mais tu fermes toujours les yeux. Donc, tu connais pas les rôles des autres la nuit. Toi aussi, ton rôle n'est pas dévoilé. Donc, tu peux être gentil et mort, tu peux être méchant et mort, personne ne le saura. Donc, si t'es méchant, tu continues à foutre le chaos. Ou tu continues à dire, non, je pense que cette personne, elle est safe. Celle-là, par contre, il y a de quoi jouer. Oui, il te reste plus qu'un vote, ton ghost vote, comme tu disais au début. Et maintenant, tu peux plus nominer. Mais tu peux dire, s'il te plaît, Lucas, tu nomines pour moi là-bas. La personne là-bas, vraiment, il faut la tuer, je pense. Et en fonction de si j'ai confiance en toi ou pas sur le moment, ben, je vais le faire. Ou alors je vais être en mode, je te fais pas confiance depuis le début, je vais pas te suivre. Donc il y a vraiment. Ouais, il y a une méfiance pour moi quand je joue. Les 2 parties, quand j'ai joué avec eux, c'était vraiment. J'étais morte en première, j'étais tuée par le démon en première. Et tous les joueurs étaient en mode, Cathy, on pense quand même que t'es méchante. Je suis morte en première. Il fait, ouais, mais tu sais, le démon, il peut se tuer et je pense que t'es tellement bonne joueuse, vraiment, t'aurais fait ça. On était quoi, 9 à jouer? Donc ça serait une stratégie de fou, qu'on ait que 2 méchants et que je me tue et je laisse mon coéquipier tout ça. J'étais en mode, mais non, ils m'ont pas cru. Pendant toute la partie, j'étais en mode, les méchants méritent la victoire. C'est tout ce que je vais dire. Voilà. Ah, c'est comme la dernière partie quand on a tourné, qu'on a sorti sur YouTube où c'était le deuxième script. J'étais The Fool. Du coup, The Fool, la première fois qu'il meurt, il ne meurt pas. Donc en fait, il a 2 vies. Ouais. Et du coup, évidemment, il y avait une suspicion sur moi. Et du coup, les gens étaient en mode. Du coup, je dis, je commence à me défendre, etc. Et au moment, j'ai sorti toutes les cartes. Et du coup, je dis, en fait, je suis full. Je voulais le garder au cas où pour servir pour attirer le kill d'un démon. Mais je me dis, je veux dire, ok, je suis full, votez pas sur moi. Ça sert plus à rien maintenant. Du coup, les gens étaient en mode, non, on va quand même voter pour toi une fois. Pour la science. Du coup, je me fais éliminer, mais je meurs pas parce qu'il me reste une vie. Une ou 2 jours après. Non, le jour d'après. Le jour d'après, les gens sont toujours suspicieux sur moi parce qu'il y a eu d'autres. Je sais plus exactement, mais il y a eu d'autres informations qui faisaient. Il y a un spire qui fait que tu peux protéger quelqu'un. Donc il pensait qu'il était ce spire-là qui s'était protégé lui-même. Du coup, il était en mode, tu peux pas trop protéger 2 fois d'affilée. Donc aujourd'hui, il est pas protégé. Donc vas-y, on le tue au cas où. Du coup, ils ont revoté sur moi. Je me suis fait tuer, sauf que là, j'étais vraiment mort vu que j'étais The Fool. Et la nuit d'après... La 3e conspiration. Quelqu'un qui pensait que j'étais le Zomboul. Donc le Zomboul, c'est un démon qui, quand il meurt, il ne meurt pas en fait. T'es vu comme étant mort pour les autres. Comme un zombie. Quand tu meurs, tu ne meurs pas. Et tu dois être tué dans ta mort pour être éliminé en tant que démon. Faut double tap la personne. Faut la tuer une 2e fois. Et là, j'ai déjà été tué 2 fois. Et une personne, avec son pouvoir, a demandé au storyteller si j'étais le Zomboul ou pas. Vraiment, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais bon. C'est très drôle. Oui. Ça fait partie du jeu, tu vois. Tu sais pas à qui tu peux faire confiance. Mais à un moment, tu dois faire confiance à au moins une autre personne. Parce que même si tu as le rôle le plus puissant, et on t'a testé la théorie, même si tu as le rôle un des plus puissants, si tu sors ton information trop tard, personne te croit. Parce que c'est genre, si tu sais ça, pourquoi tu l'as pas dit depuis le début? Et du coup, voilà, mais c'est un apprentissage, et c'est ça qui est fun, et c'est ça qui donne envie au jeu, et que vraiment, il y a aucune partie, j'ai l'impression pour nous, il y a aucune partie qui se ressemble. Et même en tant que counter-storyteller, j'ai toujours dans ma tête une idée de là où je veux amener le jeu. Tu vois, tu mets certains personnages en jeu parce que tu es en mode ça va interagir avec ça, ce qui va faire ça va être génial.
les joueurs ne font jamais ce que tu veux. Jamais. Et c'est excellent parce que ça part dans une direction complètement à l'opposé. Donc toi, tu as préparé une partie qui va faire ça et eux, ils font non. Ça part complètement à l'opposé. Mais c'est excellent. Et c'est génial, ouais. Mais c'est excellent parce que du coup, même moi, je peux pas prédire ce qui va se passer, eux non plus. Donc il y a ce mystère un peu pour tout le monde. Et en tant que maître du jeu, tu t'ennuies pas. Du coup, parce que t'es toujours un peu en mode stimulé, ok, voilà, il y a ça qui vient de se passer, ok, ou quelqu'un vient de mourir à côté de l'empate, oh mon dieu, l'empate va apprendre qu'il y a un voisin méchant, maintenant ils vont savoir que c'est cette personne. La personne apprend dit rien, ne fait rien, la personne reste en vie, c'est le démon, tout va bien. Enfin, vraiment, les strats ou les choix que les gens font ont un impact sur la partie et c'est hyper intéressant. Bon. En effet, ça a l'air très intéressant. Et il faudrait vraiment que je fasse une partie. En fait, j'ai pas encore eu le temps de faire une partie. Ah oui, mais j'arrête pas de vous inviter. Hein. À chaque fois que je vous vois, je suis en mode. Venez faire une partie. Ah ouais, non mais. Avec plaisir. Moi, mon but, c'est petit à petit convertir tout Toulouse. Et après, on va conquérir le reste de la France. Programme de Cathy. Non, c'est du chaos calculé. Du chaos calculé. Voilà comme ça que je l'appelle moi. Mais non, mais c'est comme ça, dès que t'es accro. Moi, la plupart de mes joueurs, ils ont dit maintenant, ils peuvent pas retourner au loup-garou. Parce que c'est une mécanique complètement différente que à force de jouer, genre, maintenant, on l'a fait. Tu vois, quand t'es mort et étant quelqu'un qui meurt toujours dans les premières minutes, et que tu attends le reste de la partie, c'est genre, à force, t'es en mode, ok, on va faire autre chose. Donc là, c'est une bonne alternative pour ceux qui peut-être veulent plus faire du loup-garou et veulent quelque chose d'un peu plus stratégique, un peu plus social. Mais après, les deux se complimentent. Et surtout, pouvoir ne pas être tué au premier jour et rester le reste de la partie sans rien dire parce que t'as pas le droit de parler dans le loup-garou quand t'es mort. Ah, il y a des fois où c'est les personnes qui sont mortes qui ont les meilleures strates. Parce qu'ils ont plus la pression d'être en vie, donc ils ont un recul maintenant, ils sont en mode ça là-bas c'est un peu louche. Que et des fois c'est méchant, et des fois c'est eux qui sauvent la game quoi. Donc vraiment non, faut jamais se dire dans Blood on Clock Tower, je suis mort, je sers plus à rien. Non. Moi je le vois tout le temps, c'est les morts qui sont en mode OK. Moi, je sais que c'est Lucas qui m'a tué parce que c'est la seule personne qui oserait me tuer au premier tour. Voilà. Et que des fois, voilà, c'est simple que ça. Hein. Dans les règles, c'est écrit clairement, n'oubliez pas, dans Blood on the Clock Tower, la mort n'est pas la fin. Ouais. C'est écrit clairement comme ça. Et c'est trop bien, les jeux comme ça où tu peux continuer de jouer. Ouais. Bah, heureusement, parce qu'en tant que storyteller, je meurs toujours en début de partie. Donc, heureusement que je continue après la mort. Bon, merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus. Merci. Ça vous a plu ? Ouais, trop bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à vous d'être venus. J'espère que ça vous a plu aussi. Vous sur YouTube, j'espère que vous connaissez un peu mieux Clock Tower grâce à Board Game Sirène que je vous invite à aller voir du coup sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Si du coup ça vous a donné envie de tester le jeu grâce à notre petite discussion, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos pour essayer justement d'apprendre si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à les contacter aussi si vous voulez tenter de faire des parties, si vous êtes des entreprises, je sais pas, si vous êtes dans ce milieu-là. 100%. Anniversaire, tout ce que vous voulez. C'est bon, on envahit, c'est bon. N'hésitez pas. Si jamais, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne du coup, PurePure31. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, le mettre dans les commentaires, voilà. Apporter de la force à Board Game Sirène si vous les connaissez, dire ce que vous avez pensé de l'émission, s'il y a des trucs à modifier, si vous voulez aussi débattre sur le jeu, si vous voulez apporter votre petite touche, n'hésitez pas. Nous on se retrouve très bientôt, dimanche prochain, pour un nouvel épisode du podcast, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, merci beaucoup encore. Merci. Ciao.